rencontré Jean-René en 1993. C'était en Italie. À cette époque-là, je vivais en Autriche et lui en France. J'ai très vite été séduite par son côté calme et brillant orateur. Il s'exprimait bien, me parlait beaucoup, était très prévenant. La conversation était très agréable. J'y avais besoin de trouver le cadre sécurisant, bienveillant, que je n'avais jamais connu auprès de mes parents. Lors de nos premières vacances ensemble, j'y ai découvert que la sexualité était pour lui quelque chose de tabou et qu'il en souffrait. Nous avons fait chambre à part, car il manifestait une crispation à l'égard des femmes. Il avait 30 ans, mais n'avait jamais eu de rapport sexuel ou une quelconque relation amoureuse. J'y ai compris que j'y allais devoir endosser le rôle des assistantes face à un homme bloqué sexuellement, mais j'y espérais l'aider à s'ouvrir. Souvent, je me sentais très seul. Un jour, j'y ai décidé de me rendre à Paris pour le voir, mais il m'a bien fait comprendre que je contrecarrais ses plans. Arrivé un samedi, j'y espérais qu'il me consacrerait au moins le dimanche. Il a décliné ma proposition, réunion de famille. Or, il ne fallait absolument pas que ses proches soupçonnent mon existence. Durant ces 2 semaines, il n'a manifesté aucun désir, aucune affection envers moi. Parfois, il venait me rendre visite dans la chambre que j'y avais louée, mais nous n'avions aucun contact physique. Je suis rentré chez moi, en Autriche, sans savoir quoi faire. Malgré mes doutes, j'y ai continué à faire des projets avec lui. Je refusais de donner raison à mes parents qui le rejetaient, me disaient que je courais au malheur, qu'il était manipulateur, visqueux. Il souhaitait que je vienne vivre en France, mais qu'il en attende pourrait s'installer ensemble. Il fallait progressivement habituer sa mère à l'idée qu'il avait une femme dans sa vie. Finalement, nous avons pris un appartement. J'y allais à l'université, et lui travaillait dans un cabinet d'avocats. Malgré mes supplications pour qu'il en ait des moments d'intimité, rien n'y faisait. Il avait horreur de toucher mes parties intimes. Mon vagin le dégoûtait, et l'acte sexuel se limitait à une rapide pénétration dans la crainte que son érection puisse tomber. Il refusait d'aborder le sujet, de reconnaître ses problèmes. Pour lui, j'y en étais la cause. Il n'a jamais voulu partager quoi que ce soit avec moi. J'y ai tenté de lui apprendre à faire du vélo, à nager, à conduire. Il refusait sans cesse, sous prétexte qu'il ne supportait pas d'être vu lors de ses premiers pas. Il avait fixé son cadre, ses limites et ses priorités. J'y avais l'impression d'être un objet toléré, mais pas désiré. Alors que j'y tenterais dans la vie professionnelle, il cherchait en parallèle, dans des autres secteurs, des annonces d'emploi qui pourraient me correspondre. À ses yeux, il était inconcevable que je puisse réussir. Peu à peu, j'y ai commencé à perdre confiance en moi. J'y ai abandonné le droit, brisé et découragé. Il ne m'a jamais poussé à trouver ma voie. Dès que nous avons eu des enfants, il a insisté pour que je reste à la maison pour les garder. Je passais mes journées à essayer de leur donner un cadre structuré. Mais, une fois rentré le soir, il défaisait les contraintes et interdictions mises en place, et n'hésitant pas à me discréditer devant eux. Il leur racontait qu'il avait honte de moi. Il y avait en lui, un grand penchant pour la violence. Parfois, j'y avais le sentiment que dans un accès de colère, il pourrait m'étrangler. Mais dès que je lui annonçais que j'y allais mettre un terme à notre relation, il se mettait à pleurer, et m'implorait de rester. Je ne parvenais pas à le quitter. Il me fascinait, exerçait sur moi une emprise. Je n'avais aucune confiance en moi, il me semblait donc évident que j'y étais incapable de réussir seul, et d'autant plus que j'y avais perdu mon indépendance économique. C'est seulement lorsque nos enfants ont été plus grands et que j'y ai réalisé qu'ils ne changeraient jamais, que j'y ai trouvé la force de partir. Après 17 ans de vie commune, je me sentais anéanti, privé de toute mon énergie et de ma joie de vivre. Il y avait une boule dans ma gorge, qui semblait grossir et me tuer à petit feu. Il y a 5 ans, un jour d'été, j'y ai pris nos enfants et nous sommes partis nous installer dans notre résidence secondaire à Sanary-sur-Mer. Malgré mon départ, il a continué à venir tous les week-ends, ignorant mon désir de vivre sans lui. Si tu n'étais pas heureuse, tu n'avais qu'à te prendre un amant. Les apparences auraient pu être sauvées, répétait-il. Quand mes amis venaient à la maison, il s'imposait dans la conversation et cherchait à capter leur attention. Il me racontait les liaisons qu'il entretenait avec des femmes rencontrées sur internet et qu'il les invitait chez nous.
Nos enfants souffraient beaucoup de cette situation malsaine et ambiguë. Mes tentatives pour divorcer et en finir avec cet homme étaient vaines, car notre avocat était un ami à lui. Il y a un an, j'y ai pris la décision de partir vivre en Italie avec nos enfants, dans la ville où j'y ai fait mes études. Ma meilleure amie nous a aidés à nous installer. Peu de temps après, Jean-René a immédiatement cessé d'alimenter le compte bancaire commun. J'y ai engagé un nouvel avocat. Il est là à signer pour contribution aux charges du mariage et à l'éducation des enfants. J'y ai appris qu'il comptait saisir le tribunal pour une requête de divorce sollicitant la garde de nos 3 enfants. Je suis dans l'attente du verdict. Les enfants angoissent à l'idée de retourner vivre avec lui. Quant à moi, je me demande sans cesse quand est-ce que je pourrai reprendre une vie normale, sereine, loin de ces harcèlements perpétuels. Le cauchemar n'est pas terminé. 5 longues années ne suffisent pas. À quand la sortie du tunnel ?